m'appelle Nelson Tifo, je suis co-directeur scientifique du réseau Reboisement Ligniculture Québec. Le réseau est financé par des partenaires du milieu et le Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie. Notre objectif est de favoriser le partage de connaissances concernant la plantation d'arbres sous différentes formes pour l'atteinte d'une multitude d'objectifs. Dans ce contexte, il me fait plaisir de vous présenter cette vidéo préparée par nos membres et qui résume des travaux de recherche en lien avec les thèmes du réseau. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter via notre site Internet ou les réseaux sociaux. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Rim Cliffa, je suis chercheur postdoctoral à l'université TÉLUQ, au laboratoire du professeur Nicolas Bélanger, et aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de mes projets de recherche actuels, à savoir l'étude du flux de carbone des sols le long d'une chronoséquence de végétalisation d'une ancienne mine d'amiante. Je vais d'abord commencer par une petite mise en contexte. Je vais donc vous parler de réchauffement climatique, de biosolides, de mines, et je vais vous expliquer en quoi ces trois éléments s'articulent entre eux pour donner lieu à mon projet de recherche. Alors tout d'abord le réchauffement climatique. Actuellement, la majorité des scientifiques qui travaillent sur le réchauffement climatique s'accordent pour dire que ce réchauffement est dû aux activités humaines. En effet, ces activités humaines sont responsables d'une accumulation de plus en plus importante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et les teneurs de ces gaz dans l'atmosphère atteignent désormais des niveaux records. Parmi ces gaz figurent notamment le dioxyde de carbone ou CO2 et le méthane CH4, qui sont les deux gaz sur lesquels se focalise ma présente étude. Alors en quoi est-ce que cette accumulation de gaz à effet de serre est-elle responsable du réchauffement de notre planète? Eh bien, il se trouve que lorsque le Soleil éclaire la Terre, la surface de cette dernière réfléchit une partie de ce rayonnement solaire vers l'espace. Or, les gaz à effet de serre ont la particularité de retenir une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Et l'on sait désormais que les conséquences de ce réchauffement climatique sont dramatiques. Passons maintenant à une petite introduction sur les biosolides. Parallèlement au réchauffement climatique, nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre. En conséquence, nous produisons de plus en plus de déchets de toutes sortes pour lesquels il faut trouver des solutions de gestion. Mon étude actuelle s'intéresse plus spécifiquement à l'un de nos déchets organiques, celui issu du produit du traitement de nos eaux usées, à savoir les biosolides. Les biosolides sont donc des bouts d'épuration ayant fait l'objet de traitements de désinfection. Ils font partie de ce que l'on appelle les matières résiduelles fertilisantes ou MRF. Ces MRF sont visés par la politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui s'inscrit dans la volonté gouvernementale de bâtir une économie verte dont le but est de créer une société sans gaspillage grâce à une saine gestion des matières résiduelles. Ces biosolides peuvent être répandus sur les champs agricoles dès lors qu'ils satisfont aux exigences de qualité du ministère de l'Environnement. Après avoir parlé de réchauffement climatique et de biosolides, passons maintenant aux mines. Alors pourquoi est-ce que moi, en tant que chercheur en écologie forestière, je m'intéresse aux mines? Eh bien, c'est surtout à cause de l'impact de l'exploitation minière sur les écosystèmes forestiers. En effet, on attribue à l'exploitation minière la contamination de l'eau et des sols, la destruction des habitats, la perte de biodiversité et des sols fortement dégradés. Il est donc important, d'un point de vue écosystémique, de rétablir les propriétés physiques, chimiques et biologiques de ces sols sur ces anciens sites miniers. On peut alors espérer un retour à un état de fonctionnement et de productivité les plus proches possibles de celui de l'écosystème d'origine. Si vous me suivez toujours, vous aurez compris que dans ce contexte de réchauffement climatique, il est donc important de faire diminuer les teneurs en gaz à effet de serre de l'atmosphère, de trouver des solutions de gestion pour nos déchets de type biosolides et de rétablir un fonctionnement proche de celui d'origine pour les anciens sites miniers. Tout ceci fait justement l'objet de mon étude. Le but étant de séquestrer un maximum de CO2 atmosphérique dans les sols et la biomasse d'anciens sites miniers revégétalisés afin que ces derniers agissent tels des puits pour piéger le carbone atmosphérique. Les objectifs spécifiques de mon étude sont donc dans un premier temps de commencer par restaurer les sols fortement dégradés d'une ancienne mine d'amiante située à Black Lake au Québec via l'épandage de biosolides, puis de revégétaliser ces sols artificiels, et finalement d'en évaluer le potentiel de séquestration de CO2 atmosphérique. Alors comment on s'y est pris? Tel que je vous le disais à l'instant, mon site d'étude se trouve sur une ancienne mine d'amiante située à Black Lake, un secteur de la ville de Thetford Mines, au sud de la province de Québec. Habituellement, lorsque l'on parle de revégétaliser une ancienne mine, la pratique usuelle après l'épandage de biosolides est de semer des graminées. Dans mon cas, afin d'étudier le potentiel de séquestration de CO2 atmosphérique par les sites artificiels revégétalisés avec des graminées, j'ai choisi d'effectuer des mesures le long de ce que l'on appelle une chronoséquence, c'est-à-dire le long d'une succession de communautés végétales à travers le temps. J'ai donc choisi 4 sites qui correspondent chacun à l'année à laquelle ont été épandues les graminées.
J'ai donc des sites allant de l'âge 0 pour l'année 2019, qui est l'année où j'ai commencé les mesures, jusqu'à l'âge de 6 ans, qui correspond à l'année d'épandage 2013, en passant par les années 2015 et 2018. Ceci a pour but de permettre d'observer sur le plus ou moins long terme les effets de cette revégétalisation par les graminées. Tel que je vous le disais à l'instant, ce sont habituellement des graminées qui sont semées pour revégétaliser les anciennes mines. Cependant, dans le cadre de notre projet actuel, nous nous sommes lancé le défi d'étudier le potentiel de séquestration de CO2 atmosphérique des arbres. Ceci reflète le souhait du propriétaire en plus d'être un reflet de l'écosystème voisin. Pour ce faire, nous avons établi 2 sites expérimentaux. Le premier sur des résidus miniers et le second sur des stériles miniers. Ceci représente les matériaux restants après l'extraction des minerais des roches exploitées lors de l'exploitation minière. Les biosolides ont été épandus sous forme d'andins de 50 par 75 cm afin de permettre une plus grande réserve en eau et en nutriments ainsi que plus de place pour le développement des racines. J'aimerais ici préciser qu'une expérience précédente d'établissement des arbres sur des biosolides qui ont été épandus cette fois sous forme de monticules s'est avérée décevante. Pour ces sites où ont été plantés les arbres, 3 types de biosolides différents ont été testés. Tout d'abord les biosolides de base, à savoir des boues de désancrage additionnés à des boues municipales avec un ratio 3:1. Ces biosolides de base servent au rééquilibrage des ratios calcium sur magnésium, puisque l'amiante est riche en magnésium. Ensuite, les biosolides et les sols légèrement contaminés aux métaux lourds. Ceci devrait permettre une meilleure structure des andins, favorisant ainsi un succès à long terme de la plantation. Et finalement, ce que l'on a appelé ici les biosolides et autres, à savoir des copeaux de bois, des cendres, des mycorhizes. Les copeaux de bois sont là pour retenir l'eau et donc protéger les andins de l'évaporation de l'eau, tandis que les cendres sont là pour apporter des minéraux dont le calcium. Et finalement, les mycorhizes qui permettent l'établissement et la survie juvénile des plants. Alors concrètement, comment est-ce qu'on a fait pour mesurer les flux de CO2 ? Eh bien, nous avons tout d'abord commencé par aller sur le terrain installer des collets. Les collets étant tout simplement des tubes en PVC d'un diamètre de 15 cm, que l'on a insérés dans le sol afin de pouvoir par la suite y fixer ce qu'on appelle des chambres de mesure de flux. Sur chaque site étudié, nous avons placé 4 collets distants entre eux de 2 mètres, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, et ces 4 collets ont été répétés 3 fois sur chacun des sites pour un total de 12 collets par site. L'installation des collets a eu lieu en mai et nous avons commencé les mesures en juin jusqu'en octobre, à raison d'au moins une mesure par mois durant toute la saison de croissance. Pour chaque campagne d'échantillonnage, nous avons fixé une chambre de flux sur un collet et nous avons prélevé un total de 20 ml de gaz respiré par les sols, à raison de 5 ml prélevés à chaque temps 0, 4, 8, 16 et 24 minutes. Nous avons également pris soin de prendre des mesures de température et d'humidité des sols, car ces données sont nécessaires pour nos calculs de flux par la suite. Une fois de retour au laboratoire, nous avons passé nos fioles contenant nos prélèvements de gaz respirés par les sols à analyser dans notre instrument Picaro, qui est un spectromètre à cavité optique. Ce dernier nous a permis de connaître la concentration en CO2 et CH4 respirés par les sols étudiés. Cependant, ce n'est pas terminé. Ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement de connaître les concentrations en CO2 et CH4, mais bien d'en étudier les flux. Un flux, dans notre cas, est un taux d'émission de CO2 ou de CH4 du sol vers l'atmosphère. Pour ce faire, il faut passer par plusieurs étapes de calcul. Rassurez-vous, je vais vous épargner les détails de ces calculs, du moins pour cette fois. Parallèlement aux analyses de gaz, il est nécessaire d'effectuer des analyses complémentaires de sol, à savoir des mesures de densité, pH, texture, chimie ou encore l'étude des communautés microbiennes. Pour ce faire, nous avons eu recours à divers instruments tels que la spectrométrie de fluorescence des rayons X ou la spectrométrie d'émission atomique de plasma induit par laser. Couplé aux mesures de flux, le tout va nous permettre in fine de connaître le potentiel de séquestration des différents sols étudiés. Bien que nous soyons déjà bien avancés dans nos analyses, il nous reste encore quelques résultats à obtenir afin d'être en mesure d'émettre des conclusions finales à notre étude. J'en profite d'ailleurs pour ne pas remercier la Covid-19 qui est venue nous mettre quelques bâtons dans les roues. Ceci étant dit, j'ai tout de même quelques résultats intéressants à vous montrer. Tout d'abord, voici les résultats sous forme de boîte à moustache de calcul de flux de CO2 sur tous nos sites étudiés durant la période de croissance de l'année 2019. On y voit les sites de graminées représentés par les boîtes à moustaches de couleur chaude, allant du jaune au rouge foncé, et les sites des plantations faisant référence aux 3 types de biosolides, représentés par des boîtes à moustaches de couleur froide, allant du vert clair au bleu foncé. Ce qui paraît assez évident, c'est que les sites sur lesquels ont été plantés des graminées émettent moins de CO2 du sol vers l'atmosphère, ici en rouge, que n'en émettent les sites des plantations avec les 3 types de biosolides. Justement, lorsqu'on regarde les flux associés aux 3 types de biosolides de plus près, il apparaît que ce sont les biosolides et autres qui émettent le plus de CO2 du sol vers l'atmosphère par rapport aux 2 autres types de biosolides. Si vous vous souvenez de ce que je disais précédemment, les biosolides et autres
constitue un traitement niché de copeaux de bois, de cendres ou de mycorhizes. Alors je ne vais pas faire de mystère plus longtemps. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi ce type de biosolide en particulier émet plus de CO2 par rapport aux deux autres types de biosolides. Mais rassurez-vous, des analyses complémentaires à ce sujet sont en cours. À présent, c'est la chronoséquence de graminées que je voudrais que l'on regarde de plus près. J'espère que vous vous souvenez que j'ai choisi les 4 sites de graminées en fonction de leur âge. Ce que l'on voit ici, c'est que les sites les plus anciens, c'est-à-dire ceux de 2013 et de 2015, émettent clairement moins de CO2 du sol vers l'atmosphère que les sites les plus jeunes, c'est-à-dire ceux de 2018 et de 2019. Le temps agit donc ici clairement en tant que stabilisateur de flux des sols. Les calculs à ce propos indiquent que c'est assez rapidement, environ 22 mois, que les sols se stabilisent. Ceci semble selon moi être un élément de réponse à la question posée précédemment, à savoir pourquoi est-ce que les 3 types de biosolides des plantations émettent plus de CO2 que les graminées. C'est sans doute à cause de leur âge, puisqu'ils ont été épandus en 2018. Sans doute que si l'on revenait prendre des mesures après 22 mois, leur flux serait davantage semblable à ceux observés sur les sites de graminées les plus anciens. Bien qu'il nous reste encore du travail à faire, notamment en ce qui concerne le carbone séquestré dans les sols, voici quelques conclusions. Tout d'abord, parmi les 3 types de biosolides testés, l'utilisation de biosolides seuls semble prometteuse. On voit également que l'ensemencement avec des graminées semble importante par rapport au sol nu. Cependant, il y a quelque chose que je n'avais pas encore mentionné jusqu'ici, c'est que les sols nus, c'est-à-dire ceux avec les 3 types de biosolides, ont été spontanément envahis par les mauvaises herbes durant l'été 2019. Ces mauvaises herbes arrivées naturellement pourraient bien agir sur les sols de manière similaire à celle des graminées semées. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez tout simplement discuter de ce projet davantage, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux, par email ou même en personne. Pour finir, je vous remercie de votre attention et j'en profite également pour remercier mes superviseurs et tous les postdocs et étudiants gradués qui m'ont aidé ainsi que tous nos partenaires. J'espère n'avoir oublié personne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler, je me ferai un plaisir d'ajouter votre nom sur cette diapo.